Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis les chapitres 19 et 20 du roman Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 19, où Passepartout prend un trop vif intérêt à son maître et ce qui s'ensuit. Hong Kong n'est qu'un îlot dont le traité de Nanking, après la guerre de 1842, assura la possession à l'Angleterre. En quelques années, le génie colonisateur de la Grande-Bretagne y avait fondé une ville importante et créé un port, le port Victoria. Cette île est située à l'embouchure de la rivière de Canton et 60 miles seulement la séparent de la cité portugaise de Macao, bâtie sur l'autre rive. Hong Kong devait nécessairement vaincre Macao dans une lutte commerciale, et maintenant la plus grande partie du transit chinois s'opère par la ville anglaise. Des docks, des hôpitaux, des wharfs, des entrepôts, une cathédrale gothique, une maison du gouvernement, des rues macadamisées, tout ferait croire qu'une des cités commerçantes des comtés du Kent ou de Surrey, traversant le sphéroïde terrestre, est venue ressortir en ce point de la Chine, presque à ses antipodes. Passepartout, les mains dans les poches, se rendit donc vers le port Victoria, regardant les palanquins, les brouettes à voile, encore en faveur dans le céleste empire, et toute cette foule de Chinois, de Japonais et d'Européens qui se pressaient dans les rues. À peu de choses près, c'était encore Bombay, Calcutta ou Singapour que le digne garçon trouvait sur son parcours. Il y a ainsi comme une traînée de villes anglaises tout autour du monde. Passepartout arriva au port Victoria. Là, à l'embouchure de la rivière de Canton, c'était un fourmillement de navires de toutes nations, des Anglais, des Français, des Américains, des Hollandais, bâtiments de guerre et de commerce, des embarcations japonaises ou chinoises, des jonques, des sampans, des tankas et même des bateaux-fleurs qui formaient autant de parterres flottants sur les eaux. En se promenant, Passepartout remarqua un certain nombre d'indigènes vêtus de jaune, tous très avancés en âge. Étant entré chez un barbier chinois pour se faire raser à la chinoise, il apprit par le Figaro de l'endroit, qui parlait un assez bon anglais, que ces vieillards avaient tous 80 ans au moins, et qu'à cet âge, ils avaient le privilège de porter la couleur jaune, qui est la couleur impériale. Passepartout trouva cela très drôle, sans trop savoir pourquoi. Sa barbe faite, il se rendit au quai d'embarquement du Carnatic, et là, il aperçut Fix qui se promenait de long en large, ce dont il ne fut point étonné. Mais l'inspecteur de police laissait voir sur son visage les marques d'un vif désappointement. « Bon, se dit Passepartout, cela va mal pour les gentlemen du Reform Club. » Et il accosta Fix avec son joyeux sourire, sans vouloir remarquer l'air vexé de son compagnon. Or, l'agent avait de bonnes raisons pour pester contre l'infernale chance qui le poursuivait. Pas de mandat. Il était évident que le mandat courait après lui, et ne pourrait l'atteindre que s'il séjournait quelques jours en cette ville. Or, Hong Kong étant la dernière terre anglaise du parcours, le sieur Fogg allait lui échapper définitivement s'il ne parvenait pas à l'y retenir. « Eh bien, monsieur Fix, êtes-vous décidé à venir avec nous jusqu'en Amérique ?» demanda Passepartout. « Oui, répondit Fix, les dents serrées. »« Allons donc !» s'écria Passepartout, en faisant entendre un retentissement éclat de rire. « Je savais bien que vous ne pourriez pas vous séparer de nous. Venez retenir votre place, venez !» Et tous deux entrèrent au bureau des transports maritimes et arrêtèrent des cabines pour 4 personnes. Mais l'employé leur fit observer que les réparations du Carnatic étant terminées, le paquebot partirait le soir même à 8 heures et non le lendemain matin comme il avait été annoncé. « Très bien, répondit Passepartout. Cela arrangera mon maître. Je vais le prévenir. » À ce moment, Fix prit un parti extrême. Il résolut de tout dire à Passepartout. C'était le seul moyen peut-être qu'il eût de retenir Phileas Fogg pendant quelques jours à Hong Kong. En quittant le bureau, Fix offrit à son compagnon de se rafraîchir dans une taverne. Passepartout avait le temps. Il accepta l'invitation de Fix. Une taverne s'ouvrait sur le quai. Elle avait un aspect engageant. Tous deux y entrèrent. C'était une vaste salle, bien décorée, au fond de laquelle s'étendait un lit de camp garni de coussins. Sur ce lit étaient rangés un certain nombre de dormeurs. Une trentaine de consommateurs occupaient dans la grande salle de petites tables en jonc tressé. Quelques-uns vidaient des pintes de bière anglaise, ale ou porter, d'autres des brocs de liqueur alcoolique, gin ou brandy. En outre, la plupart fumaient de longues pipes de terre rouge, bourrées de petites boulettes d'opium mélangées d'essence de rose. Puis, de temps en temps, quelques fumeurs énervés glissaient sous la table et les garçons de l'établissement, le prenant par les pieds et par la tête, le portaient sur le lit de camp, près d'un confrère.
Une vingtaine de ces ivrognes étaient ainsi rangés, côte à côte, dans le dernier degré d'abrutissement. Fix et Passepartout comprirent qu'ils étaient entrés dans une tabagie hantée de ces misérables, hébétés, amaigris, idiots, auxquels la mercantile Angleterre vend annuellement pour 260 millions de francs de funeste drogue qui s'appelle l'opium. Triste million que cela, prélevé sur un des plus funestes vices de la nature humaine. Le gouvernement chinois a bien essayé de remédier à un tel abus par les lois sévères, mais en vain. De la classe riche à laquelle l'usage de l'opium était d'abord formellement réservé, cet usage descendit jusqu'aux classes inférieures et les ravages ne purent plus être arrêtés. On fume l'opium partout et toujours dans l'empire du milieu. Hommes et femmes s'adonnent à cette passion déplorable et lorsqu'ils sont accoutumés à cette inhalation, ils ne peuvent plus s'en passer, à moins d'éprouver d'horribles contractions de l'estomac. Un grand fumeur peut fumer jusqu'à 8 pipes par jour, mais il meurt en 5 ans. Or, c'était dans un des nombreuses tabagistes de ce genre, qui pullulent même à Hong Kong, que Fix et Passepartout étaient entrés avec l'intention de se rafraîchir. Passepartout n'avait pas d'argent, mais il accepta volontiers la politesse de son compagnon, quitte à le lui rendre en temps et lieu. On demanda 2 bouteilles de Porto, auxquelles le Français fit largement honneur, tandis que Fix, plus réservé, observait son compagnon avec une extrême attention. On causa de choses et d'autres, et surtout de cette excellente idée qu'avait eu Fix de prendre passage sur le Carnatic. Et à propos de ce steamer, dont le départ se trouvait avancé de quelques heures, Passepartout, les bouteilles étant vides, se leva afin d'aller prévenir son maître. Fix le retint. « Un instant, dit-il. Que voulez-vous, monsieur Fix ? J'ai à vous parler de choses sérieuses. »« De choses sérieuses ?» s'écria Passepartout en vidant quelques gouttes de vin restées au fond de son verre. « Eh ben, nous en parlerons demain. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. »« Restez, » répondit Fix. « Il s'agit de votre maître. » Passepartout, à ces mots, regarda attentivement son interlocuteur. L'expression du visage de Fix lui parut singulière, et il se rassit. « Qu'est-ce donc que vous allez à me dire ?» demanda-t-il. Fix appuya sa main sur le bras de son compagnon et baissant la voix. « Vous avez deviné qui j'étais ?» lui demanda-t-il. « Parbleu, dit Passepartout en souriant. Alors, je vais tout vous avouer. »« Maintenant que je sais tout, mon compère. Ah, voilà qui n'est pas fort. Enfin, allez toujours, mais auparavant, laissez-moi vous dire que ces gentlemen sont mis en frais bien inutilement. »« Inutilement, dit Fix. Vous en parlez à votre aise. On voit bien que vous ne connaissez pas l'importance de la somme. »« Mais si, je la connais, répondit Passepartout. 20 000 livres. »« 55 000, répondit Fix en serrant la main du Français. Quoi ? S'écria Passepartout. Monsieur Fogg aurait osé 55 000 livres. Eh bien, raison de plus pour ne pas perdre un instant, ajouta-t-il en se levant de nouveau. 55 000 livres, reprit Fix, qui força Passepartout à se rasseoir après avoir apporté un flacon de brandy. Et si je réussis, je gagne une prime de 2 000 livres. En voulez-vous 500 à la condition de m'aider ? Vous aider ? S'écria Passepartout, dont les yeux étaient démesurément ouverts. Oui, m'aider à retenir le sieur Fogg pendant quelques jours à Hong Kong. Hein ? Fit Passepartout. Que dites-vous là ? Comment, non content de faire suivre mon maître, de suspecter sa loyauté, ces gentlemen veulent encore lui susciter des obstacles ? J'en suis honteux pour eux. Ah ça, que voulez-vous dire ? Demanda Fix. Je veux dire que c'est de la pure indélicatesse. Autant dépouiller Monsieur Fogg et lui prendre l'argent dans la poche. Et c'est bien à cela que nous comptons arriver. Mais c'est un guet-apens, s'écria Passepartout, qui s'animait alors sous l'influence du brandy que lui servait Fix et qu'il buvait sans s'en apercevoir. Un guet-apens véritable. Des gentlemen, des collègues. Fix commençait à ne plus comprendre. Des collègues, s'écria Passepartout. Des membres du Reform Club. Sachez, monsieur Fix, que mon maître est un homme honnête et que, quand il a fait un pari, c'est loyalement qu'il prétend le gagner. Mais qui croyez-vous donc que je sois ? Demanda Fix, en fixant son regard sur Passepartout. Parbleu, un agent des membres du Reform Club qui a mission de contrôler l'itinéraire de mon maître, ce qui est singulièrement humiliant. Aussi bien que, depuis quelque temps déjà, j'ai deviné votre qualité, je me suis bien gardé de la révéler à monsieur Fogg. Il ne sait rien ? Demanda vivement Fix. Rien, répondit Passepartout en vidant encore une fois son verre. L'inspecteur de police passa sa main sur son front. Il hésitait avant de reprendre la parole. Que devait-il faire ? L'erreur de Passepartout semblait sincère, mais elle rendait son projet plus difficile. Il était évident que ce garçon parlait avec une absolue bonne foi, et qu'il n'était point le complice de son maître, ce que Fix aurait pu craindre. « Eh bien, se dit-il,
Puisqu'il n'est pas son complice, il m'aidera. Le détective avait une seconde fois pris son parti. D'ailleurs, il n'avait plus le temps d'attendre. À tout prix, il fallait arrêter Fogg à Hong Kong. Écoutez, dit Fix d'une voix brève. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas ce que vous croyez, c'est-à-dire un agent des membres du Reform Club. Ah bon? Dit Passepartout en le regardant d'un air goguenard. Je suis un inspecteur de police, chargé d'une mission par l'administration métropolitaine. Vous? Inspecteur de police? Oui, et je le prouve, reprit Fix. Voici ma commission. Et l'agent, tirant un papier de son portefeuille, montra à son compagnon une commission signée du directeur de la police centrale. Passepartout, abasourdi, regardait Fix, sans pouvoir articuler une parole. Le pari du sieur Fogg, reprit Fix, n'est qu'un prétexte dont vous êtes dupe, vous et ses collègues du Reform Club, car il avait intérêt à s'assurer de votre inconsciente complicité. Mais pourquoi? S'écria Passepartout. Écoutez, le 28 septembre dernier, un vol de 55 000 livres a été commis à la Banque d'Angleterre par un individu dont le signalement a pu être relevé. Or, voici ce signalement, et c'est trait pour trait celui de sieur Fogg. Allons donc, s'écria Passepartout en frappant la table de son robuste poing. Mon maître est le plus honnête homme du monde. Qu'en savez-vous? Répondit Fix. Vous ne le connaissez même pas. Vous êtes entré à son service le jour de son départ, et il est parti précipitamment sous un prétexte insensé, sans mal, emportant une grosse somme en bank-notes. Et vous osez soutenir que c'est un honnête homme? Oui, oui, répétait machinalement le pauvre garçon. Voulez-vous donc être arrêté comme son complice? Passepartout avait pris sa tête à deux mains. Il n'était plus reconnaissable. Il n'osait regarder l'inspecteur de police. Phileas Fogg, un voleur? Lui, le sauveur d'Aouda? L'homme généreux et brave? Et pourtant, que de présomptions relevées contre lui. Passepartout essayait de repousser les soupçons qui se glissaient dans son esprit. Il ne voulait pas croire à la culpabilité de son maître. « Enfin, que voulez-vous de moi ?» dit-il à l'agent de police en se contenant avec un suprême effort. « Voici, » répondit Fix. « J'ai filé le sieur Fogg jusqu'ici, mais je n'ai pas encore reçu le mandat d'arrestation que j'ai demandé à Londres. Il faut donc que vous m'aidiez à le retenir à Hong Kong. »« Moi? Que je... » Et je partage avec vous la prime de 2000 livres promise par la Banque d'Angleterre. « Jamais !» répondit Passepartout, qui voulut se lever et retomba, sentant sa raison et ses forces lui échapper à la fois. « Monsieur Fix, dit-il en balbutiant, quand bien même tout ce que vous m'avez dit serait vrai, que mon maître serait le voleur que vous recherchez, ce que je nie, je suis à son service, je l'ai vu bon et généreux. Le trahir? Jamais, non, pour tout l'or du monde. Je suis d'un village où l'on ne mange pas de ce pain-là. » « Vous refusez? »« Je refuse. »« Mettons que je n'ai rien dit, » répondit Fix, et « buvons. »« Oui, buvons. » Passepartout se sentait de plus en plus envahir par l'ivresse. Fix, comprenant qu'il fallait à tout prix le séparer de son maître, voulut l'achever. Sur la table se trouvaient quelques pipes chargées d'opium. Fix en glissa une dans les mains de Passepartout, qui la prit, la porta à ses lèvres, l'alluma, respira quelques bouffées et retomba, la tête alourdie sous l'influence du narcotique. « Enfin, dit Fix en voyant Passepartout anéanti, le sieur Fogg ne sera pas prévenu à temps du départ du Carnatic, et s'il part, du moins partira-t-il sans ce maudit français. » Puis il sortit après avoir payé la dépense. Chapitre 20, dans lequel Fix entre directement en relation avec Phileas Fogg. Pendant cette scène qui allait peut-être compromettre si gravement son avenir, M. Fogg, accompagnant Mlle Aouda, se promenait dans les rues de la ville anglaise. Depuis que Mlle Aouda avait accepté son offre de la conduire jusqu'en Europe, il avait dû songer à tous les détails que comporte un aussi long voyage. Qu'un Anglais comme lui fit le tour du monde un sac à la main, passe encore. Mais une femme ne pouvait entreprendre une pareille traversée dans ces conditions. De là, nécessité d'acheter les vêtements et objets nécessaires au voyage. M. Fogg s'acquitta de sa tâche avec le calme qui le caractérisait et à toutes les excuses ou objections de la jeune veuve, confuse de tant de complaisance. « C'est dans l'intérêt de mon voyage, c'est dans mon programme, » répondait-il invariablement. Les acquisitions faites, M. Fogg et la jeune femme rentrèrent à l'hôtel et dînèrent à la table d'hôte qui était somptueusement servie. Puis Mlle Aouda, un peu fatiguée, remonta dans son appartement après avoir, à l'anglaise, serré la main de son imperturbable sauveur. L'honorable gentleman, lui, s'absorba pendant toute la soirée dans la lecture du Times et de l'Illustrated London News. S'il avait été homme,
à s'étonner de quelque chose, c'eût été de ne point voir apparaître son domestique à l'heure du coucher. Mais, sachant que le paquebot de Yokohama ne devait pas quitter Hong Kong avant le lendemain matin, il ne s'en préoccupa pas autrement. Le lendemain, Passepartout ne vint point au coup de sonnette de M. Fogg. Ce que pensa l'honorable gentleman en apprenant que son domestique n'était pas rentré à l'hôtel, nul n'aurait pu le dire. M. Fogg se contenta de prendre son sac, fit prévenir Mademoiselle Aouda et envoya chercher un palanquin. Il était alors 8 heures, et la pleine mer, dont le Carnatic devait profiter pour sortir des passes, était indiquée pour 9h30. Lorsque le palanquin fut arrivé à la porte de l'hôtel, M. Fogg et Mademoiselle Aouda montèrent dans ce confortable véhicule, et les bagages suivirent derrière sur une brouette. Une demi-heure plus tard, les voyageurs descendaient sur le quai d'embarquement, et là, M. Fogg apprenait que le Carnatic était parti depuis la veille. M. Fogg, qui comptait trouver à la fois et le paquebot et son domestique, en était réduit à se passer de l'un et de l'autre. Mais aucune marque de désappointement ne parut sur son visage, et comme Mademoiselle Aouda le regardait avec inquiétude, il se contenta de répondre « C'est un incident, madame, rien de plus. » En ce moment, un personnage qu'il observait avec attention s'approcha de lui. C'était l'inspecteur Fix qui le salua et lui dit « N'êtes-vous pas, comme moi, monsieur, un des passagers du Rangoon arrivé hier ?»« Oui, monsieur, » répondit froidement M. Fogg, « mais je n'ai pas l'honneur... Oh, pardonnez-moi, mais je croyais trouver ici votre domestique. »« Savez-vous où il est, monsieur ?» demanda vivement la jeune femme. « Quoi ?» répondit Fix, feignant la surprise. « N'est-il pas avec vous ?»« Eh non, » répondit mademoiselle Aouda. « Depuis hier, il n'a pas reparu. Se serait-il embarqué sans nous, à bord du Carnatic ?»« Sans vous, madame ?» répondit l'agent. « Mais, excusez ma question, vous comptiez donc partir sur ce paquebot ?»« Oui, monsieur. »« Moi aussi, madame, et vous me voyez très désappointée. Le Carnatic ayant terminé ses réparations, a quitté Hong Kong 12 heures plus tôt, sans prévenir personne, et maintenant il faudra attendre 8 jours le prochain départ. » En prononçant ces mots, 8 jours, Fix sentait son cœur bondir de joie. 8 jours. Fox retenu 8 jours à Hong Kong, on aurait le temps de recevoir le mandat d'arrêt. Enfin, la chance se déclarait pour le représentant de la loi. Que l'on juge donc du coup d'assommoir qu'il reçut quand il entendit Phileas Fogg dire de sa voix calme « Mais il y a d'autres navires que le Carnatic, il me semble, dans le port de Hong Kong. » Et M. Fogg, offrant son bras à Mademoiselle Aouda, se dirigea vers les docks à la recherche d'un navire en partance. Fix, abasourdi, suivait. On eût dit qu'un fil le rattachait à cet homme. Toutefois, la chance sembla véritablement abandonner celui qu'elle avait si bien servi jusqu'alors. Phileas Fogg, pendant 3 heures, parcourut le port en tous sens, décidé s'il le fallait à affréter un bâtiment pour le transporter à Yokohama. Mais il ne vit que des navires en chargement ou en déchargement, et qui par conséquent ne pouvaient appareiller. Fix se reprit à espérer. Cependant, M. Fogg ne se déconcertait pas, et il allait continuer ses recherches, dût-il pousser jusqu'à Macao, quand il fut accosté par un marin sur l'avant-port. « Votre honneur cherche un bateau ?» lui dit le marin en se découvrant. « Vous avez un bateau prêt à partir ?» demanda M. Fogg. « Oui, votre honneur, un bateau pilote, numéro 43, le meilleur de la flottille. »« Il marche bien ?»« Entre 8 et 9 milles au plus près. Voulez-vous le voir ?»« Oui. »« Votre honneur sera satisfait. Il s'agit d'une promenade en mer ?»« Ah non, d'un voyage. »« Un voyage ? Vous chargez-vous de me conduire à Yokohama ?» Le marin, à ces mots, demeura les bras ballants, les yeux écarquillés. « Votre honneur veut rire ?» dit-il. « Non, j'ai manqué le départ du Carnatic, et il faut que je sois le 14 au plus tard à Yokohama pour prendre le paquebot de San Francisco. »« Je le regrette, » répondit le pilote, « mais c'est impossible. Je vous offre 100 livres par jour et une prime de 200 livres si j'arrive à temps. »« C'est sérieux ?» demanda le pilote. « Très sérieux, » répondit M. Fogg. Le pilote s'était retiré, à l'écart. Il regardait la mer, évidemment, combattu entre le désir de gagner une somme énorme et la crainte de s'aventurer si loin. Fix était dans des transes mortelles. Pendant ce temps, M. Fogg s'était retourné vers Mademoiselle Aouda. « Vous n'aurez pas peur, madame ?» lui demanda-t-il. « Avec vous, non, Monsieur Fogg, » répondit la jeune femme. Le pilote s'était de nouveau avancé vers le gentleman et tourné son chapeau entre ses mains. « Eh bien, pilote, » dit M. Fogg. « Eh bien, votre honneur, » répondit le pilote, « je ne puis risquer ni mes hommes ni moi, ni vous-même, dans une si longue traversée sur un bateau de 20 tonneaux à peine, à cette époque de l'année. D'ailleurs, nous n'arriverions pas à temps,
car il y a 1650 milles de Hong Kong à Yokohama. 1600 seulement, dit Monsieur Fogg. C'est la même chose. Fix respira un bon coup d'air. Mais, ajouta le pilote, il y aurait peut-être moyen de s'arranger autrement. Fix ne respira plus. Comment demanda Phileas Fogg. En allant à Nagasaki, à l'extrémité sud du Japon, 1100 milles ou seulement à Shanghai, 800 milles de Hong Kong. Dans cette dernière traversée, on ne s'éloignerait pas de la côte chinoise, ce qui serait un grand avantage. D'autant plus que les courants y portent au nord. Pilote, répondit Phileas Fogg, c'est à Yokohama que je dois prendre la malle américaine, et non à Shanghai ou à Nagasaki. Pourquoi pas, répondit le pilote. Le paquebot de San Francisco ne part pas de Yokohama, il fait escale à Yokohama et à Nagasaki, mais son port départ est Shanghai. Vous êtes certain de ce que vous dites? Certain. Et quand le paquebot quitte-t-il Shanghai? Le 11, à 7 heures du soir. Nous avons donc 4 jours devant nous. 4 jours, c'est 96 heures, et avec une moyenne de 8 milles à l'heure, si nous sommes bien servis, si le vent tient au sud-est et si la mer est calme, nous pouvons enlever les 800 milles qui nous séparent de Shanghai. Et vous pourriez partir dans 1 heure, le temps d'acheter des vivres et d'appareiller. Affaire convenue. Vous êtes le patron du bateau? Oui, John Bunsby, patron de la Tankadère. Voulez-vous des arrhes, si cela ne désoblige pas votre honneur? Voici 200 livres à compte. Monsieur, ajouta Phileas Fogg en se retournant vers Fix, si vous voulez en profiter. Monsieur, répondit résolument Fix, j'allais vous demander cette faveur. Bien, dans une demi-heure nous serons à bord. Mais ce pauvre garçon, dit mademoiselle Aouda, que la disparition de Passepartout préoccupait extrêmement. Je vais faire pour lui tout ce que je puis faire, répondit Phileas Fogg. Et tandis que Fix, nerveux, fiévreux, rageant, se rendait au bateau pilote, tous les deux se dirigèrent vers les bureaux de la police de Hong Kong. Là, Phileas Fogg donna le signalement de Passepartout et laissa une somme suffisante pour le rapatrier. Même formalité fut remplie chez l'agent consulaire français, et le palanquin, après avoir touché à l'hôtel où les bagages furent pris, ramena les voyageurs à l'avant-port. 3 heures sonnaient, le bateau pilote numéro 43, son équipage à bord, ses vivres embarqués, était prêt à appareiller. C'était une charmante petite goélette de 20 tonneaux que la Tankardère, bien pincée de l'avant, très dégagée dans ses façons, très allongée dans ses lignes d'eau. On eût dit un yacht de course. Ses cuivres brillants, ses ferrures galvanisées, son pont blanc comme de l'ivoire indiquaient que le patron, John Busby, s'entendait à le tenir en bon état. Ses 2 mâts s'inclinaient un peu sur l'arrière. Elle portait brigantine, misaine, trinquette, foc, flèche, et pouvait gréer une fortune pour le vent arrière. Elle devait merveilleusement marcher, et de fait, elle avait déjà gagné plusieurs prix dans les matchs de bateaux-pilotes. L'équipage de la Tankardère se composait du patron John Busby et de ses 4 hommes. C'étaient de ces hardis marins qui, par tous les temps, s'aventurent à la recherche des navires et connaissent admirablement ces mers. John Busby, un homme de 45 ans environ, vigoureux, noir de hâle, le regard vif, la figure énergétique, bien d'aplomb, bien à son affaire, lui inspirait confiance aux plus craintifs. Phileas Fogg et mademoiselle Aouda passèrent à bord. Fix s'y trouvait déjà. Par le capot d'arrière de la goélette, on descendait dans une chambre carrée dont les parois s'évidaient en forme de cadre au-dessus d'un divan circulaire. Au milieu, une table éclairée par une lampe de roulis. C'était petit, mais propre. « Je regrette de n'avoir pas mieux à vous offrir, dit M. Fogg à Fix, qui s'inclina sans répondre. L'inspecteur de police éprouvait comme une sorte d'humiliation à profiter ainsi des obligeances du sieur Fogg. À coup sûr, pensait-il, c'est un coquin fort poli, mais c'est un coquin. À 3h10, les voiles furent hissées, le pavillon d'Angleterre battait à la corne de la goélette, les passagers étaient assis sur le pont. M. Fogg et Mlle Aouda jetèrent un dernier regard sur le quai, afin de voir si Passepartout n'apparaîtrait pas. Fix n'était pas sans appréhension, car le hasard aurait pu conduire en cet endroit même le malheureux garçon qu'il avait si indignement traité, et alors une explication eût éclaté, dont le détective ne se fût pas tiré à son avantage. Mais le Français ne se montra pas, et sans doute l'abrutissement narcotique le tenait encore sous son influence. Enfin, le patron, John Busby, passa au large, et la Tankardère, prenant le vent sous sa brigantine, sa misaine et ses focs, s'élança en bondissant sur les flots. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.